Merci beaucoup Gaëta, merci à tous pour l'invitation. Par rapport à mon profil, très rapidement, donc profil d'entrepreneur, même si je viens du monde de l'IT et de l'entrepreneuriat IT, avant de basculer depuis quelques années dans le monde de l'affaire publique et de la stratégie, de la veille stratégique à travers notre groupe où on opère justement dans le milieu de la formation, de la veille stratégique par rapport à des clients institutionnels principalement et des grands groupes, mais également très important par rapport à notre fondation, la Global Governance and Sovereignty Foundation, que je préside, qui s'attache, qui est un think tank qui est basé ici à Rabat, et qui s'attache à travailler sur les questions de dépendance, à un peu décortiquer la notion de souveraineté à travers l'ensemble de ses formes, mais également de voir les sujets majeurs et l'évolution du monde et la place notamment de différents acteurs, groupes, institutionnels, ONG et notamment citoyens, dans cette évolution mondiale, de la géopolitique mondiale, notamment sur les questions de souveraineté numérique. Merci beaucoup Ali pour votre présentation très complète de ce que vous faites. On comprend l'expertise effectivement. Et j'ai envie d'inviter Gilles Yabi, s'il nous reçoit parfaitement, à présenter au public rapidement ce que vous faites et ce que Wati fait pour les citoyens africains. Oui, bonjour, un grand plaisir d'être avec vous à distance. Je suis un peu jaloux parce qu'évidemment, j'aurais voulu profiter de l'hospitalité des bons plats marocains, mais c'est un plaisir d'avoir malgré tout cette interaction. Donc Gilles Yabi, je suis basé à Dakar au Sénégal, d'origine béninoise et travaille en réalité sur l'Afrique de l'Ouest en particulier, avec bien sûr aussi un intérêt au-delà de l'Afrique de l'Ouest pour les dynamiques africaines de manière générale. Alors il se trouve que cette semaine je suis à Cotonou au Bénin, donc je m'exprime depuis Cotonou. Et Wati est un think tank citoyen, c'est le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest qui fête ses 10 ans d'ailleurs cette année. Et l'idée, lorsque j'ai mis en place Wati il y a 10 ans avec un groupe de personnes qui partageaient les mêmes convictions, c'était de mettre à la disposition de l'Afrique de l'Ouest une plateforme de réflexion collective ouverte à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui le souhaitaient pour, au fond, stimuler l'intérêt pour les savoirs, pour les connaissances de manière générale, mais les savoirs et les connaissances pour transformer nos sociétés dans un objectif de proposition, alors dans tous les domaines qui sont les plus importants pour l'avenir de nos sociétés. Donc ça va de l'éducation à la santé, aux institutions politiques, aux réflexions sur la gouvernance démocratique, aux réflexions bien sûr sur l'économie, la création d'emplois. Donc c'est extrêmement large et l'idée, c'est pas un think tank classique qui produirait des études fouillées sur tous ces sujets. C'est plutôt l'idée à nouveau d'essayer de poser les bonnes questions et d'être une plateforme de réflexion et d'intelligence collective en fait au service de l'intérêt général de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de manière générale. Et donc c'est ce que nous essayons de faire. Et nous essayons notamment de contribuer à un débat public, on l'espère, de qualité, basé sur des faits, sur des analyses et sur aussi une certaine idée de l'intérêt général et du besoin de défendre l'intérêt général. Merci beaucoup Gilles. On retient effectivement que votre think tank a pour objectif d'aider les citoyens à se baser beaucoup plus sur les faits finalement en Afrique pour pouvoir juger les différentes situations à la fois stratégiques et politiques. Mais on le sait, le débat public africain est menacé de plusieurs manières, que ce soit par la souveraineté des données, qui sont effectivement une problématique pour nos États, par la présence invisible d'acteurs internationaux, extérieurs et privés qui ont la capacité d'atteindre directement les citoyens. Qu'est-ce qui, finalement, met en danger le débat public africain le plus? Où se situe réellement la menace aujourd'hui? Ali. Je tiens tout d'abord à vous remercier, à remercier les organisateurs d'avoir vraiment mis sur la table du débat et des échanges un sujet aussi important. J'ai observé hier des échanges très intéressants sur les questions de cybersécurité, de la protection contre la menace, et je pense qu'il y a un pendant, ou plutôt une projection en forme de miroir, de ces types de menaces, mais on va dire qui sont dans le même espace, parce que le cyberespace n'est pas qu'une question technique, mais c'est aussi une question cognitive. In fine, nous sommes les derniers utilisateurs, et le citoyen également. Donc il est important aujourd'hui peut-être de mettre en relief
le contexte où la question du numérique aujourd'hui va au-delà, n'est plus qu'un simple levier de développement, un levier justement d'accélération au niveau industriel, mais en train de prendre également un poids politique très important au niveau mondial. Et au-delà du débat sur le continent africain, sur lequel on reviendra en détail, cette révolution, donc, qui n'est plus uniquement technique, mais qui est également politique, prend de l'ampleur au niveau mondial. On se pose des questions aujourd'hui par rapport à nos systèmes de gouvernance, comment administrer un État, vers quel modèle on se dirige. On voit souvent des discussions par rapport au modèle de surveillance du tout numérique qui passe en Chine, mais on prend que l'exemple de la Chine alors que c'est une question mondiale. Pour les plus connaisseurs, on voit ce que fait par exemple le système Palantir aux États-Unis, ou l'intrusion justement par rapport à le pouvoir que détient la donnée aujourd'hui et l'utilisation qu'on en fait. Donc il y a une question réelle qui se pose par rapport à cette révolution politique, qui touche non seulement l'aspect technique, le poids croissant des géants de l'Internet aujourd'hui, des géants de la tech. C'est ce que j'appelle un peu les nouveaux seigneurs, justement, par rapport à cet espace d'échange, et notamment l'espace de communication. Je pense qu'on y reviendra. Mais aujourd'hui, le débat se situe, en tant que citoyen, et dans n'importe quel, justement, espace de dialogue, que ce soit au niveau politique, soit au niveau de la transparence, le poids également de ce que génère ce genre de système, notamment au niveau cognitif. Et là, je parle également de l'économie de l'attention et de la question de la désinformation. Aujourd'hui, et je pense qu'on y reviendra plus en détail, nous sommes dans un système où justement ces applications, je ne parle pas des applications de manière générale, mais on va dire les applications B2C classiques, les réseaux sociaux et l'évolution qu'ils connaissent, de plus en plus dans un système où l'utilisateur final est, on va dire, un outil de consommation. Absolument. Donc dans un espace où l'attention est la donnée et où est la monnaie la plus importante. Aujourd'hui, la donnée, au-delà, la donnée est la monnaie la plus importante qui est recherchée de transactions, mais au-delà de ça, c'est notre attention. D'où l'élaboration de ces systèmes justement avec les vidéos courtes, le scrolling, etc., qui doivent mettre justement l'utilisateur final en mode passif le plus possible. Et lorsqu'on est justement dans ce système-là, pour bien comprendre le contexte, par la suite, on pourra parler de cela, c'est l'activation de l'émotion qui est essentielle. Et lorsque l'émotion, justement, prend le dessus dans une posture passive, toutes les manipulations ou les actions de désinformation peuvent être facilement déployables par une multitude d'acteurs. Donc je pense, avant de rentrer dans les détails sur chaque acteur et sur les dangers, comprendre qu'il y a un contexte mondial et justement la place de ces outils, et notamment des géants de la tech qui mettent en place ce dispositif. Merci beaucoup Ali pour votre réponse. Donc je comprends effectivement que les dispositifs sont faits et créés de manière à rendre le consommateur ou l'utilisateur le plus passif et vulnérable possible. Mais j'aime bien que votre analyse finalement redirige quelque part la responsabilité aussi de l'utilisateur pour être moins vulnérable finalement. Alors avant de passer à la suite de notre échange, j'ai envie aussi d'avoir votre avis, Gilles, sur ce qui, selon vous, si on doit cibler réellement les menaces, représente les dangers les plus importants de ce débat public africain. Oui, alors, merci beaucoup et merci pour l'intervention de mon co-débatteur, très, très riche. Je voulais peut-être, avant de répondre à cette question, resituer la question du débat public dans, en fait, celle du choix de la démocratie, parce qu'en fait, bien sûr, on peut avoir du débat public partout, même dans des systèmes autoritaires, mais évidemment, si on parle de débat public ouvert, constructif, sur tous les enjeux, par exemple, les plus importants pour un pays, il faut bien faire le lien entre le débat public et la démocratie comme choix. Et faire aussi le lien avec la démocratie dans ces dimensions qui ne sont pas nécessairement les plus discutées, la dimension participative, où justement il ne s'agit pas simplement de réduire la démocratie au choix des dirigeants, mais aussi d'affirmer le principe d'une participation des citoyens au débat public justement, mais aussi à la délibération.
Donc c'est la démocratie participative et c'est même la démocratie délibérative dans le sens où on considère que le débat public et la qualité du débat public, les informations qui sont mobilisées vont permettre en réalité de prendre de meilleures décisions dans le sens de l'intérêt général. Donc je pense que c'est important parce que avant de parler de démocratie numérique, de la manipulation de l'information et de la désinformation, de tous ces outils technologiques, il faut bien voir que tout cela se situe quand même déjà dans un cadre politique donné. Et le contexte mondial dont on parle aujourd'hui, c'est aussi un contexte avec une véritable régression sur le plan démocratique, de manière générale. Même en dehors de toutes les questions, de tous les usages technologiques, ce qu'on observe, ce qu'on peut documenter aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu, sur les 10-15 dernières années, en réalité, autant de populations dans le monde vivant dans des systèmes qui sont plutôt des systèmes non démocratiques, soit dans ce que j'appelle des fausses démocraties, des démocraties réduites aux élections, soit dans des systèmes clairement autoritaires. Donc c'est aussi ça la réalité, et en Afrique en particulier, on a aussi depuis des années un retour de régime militaire, mais aussi de régimes civils qui ferment l'espace civique, qui ferment l'espace politique également. Donc c'est dans ce cadre qui, je pense, que se discute aussi la question des technologies et sur les menaces qui me semblent être les plus importantes aujourd'hui sur la qualité du débat public. Oui, il y a bien sûr les technologies qui sont allées très très vite, et on voit bien que c'est pas seulement en Afrique, on est vraiment totalement aujourd'hui dépassé par tous ces outils et par la démultiplication des possibilités justement de manipulation de l'information et le mélange quasiment entre vérité et des vérités alternatives, comme vous le savez, et ça, c'est une menace fondamentale, non seulement au débat public, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est une menace à la paix, à la sécurité et à la possibilité pour les pays africains, à nouveau, de construire un meilleur avenir, parce que justement, on ne peut pas saisir d'où viennent les menaces. Elles ne sont pas qu'extérieures. Les premiers outils, les premiers instruments, les premiers concepteurs de la désinformation, ils sont en Afrique. Les acteurs politiques locaux, eux aussi font de la désinformation. Ils n'ont pas besoin seul d'avoir de l'influence extérieure pour le faire. Mais bien sûr, on a aussi l'influence extérieure et les moyens financiers qui rendent tout cela extrêmement difficile aujourd'hui à circonscrire. Merci beaucoup Gilles de nous rappeler effectivement de contextualiser notre débat et notre échange aujourd'hui en rappelant que nous avons des réalités continentales. Si on veut que ce débat soit pragmatique, qui sont les nôtres, et il faut les inclure effectivement dans les paramètres. On rappelle les régimes autoritaires, on rappelle les débats, l'espace finalement d'expression publique qui est relativement limité. On rappelle effectivement nos contraintes, mais j'ai envie de dire, pour contextualiser davantage, pourquoi et quelles sont les caractéristiques ou les manipulations finalement qui fonctionnent les mieux sur nos sociétés et pourquoi. Dites-moi aujourd'hui, quelles sont selon vous les influences qui vont peut-être nous rendre plus vulnérables par notre culture numérique à certaines manipulations. Je vais commencer par vous Gilles et ensuite je veux prendre votre avis Ali. Alors, à nouveau que la qualité de l'information est un élément essentiel. Lorsqu'on doit faire un choix, y compris par exemple de choix de dirigeants à l'occasion d'élections, il faut quand même se baser sur quelque chose, et ce sur quoi on se base, c'est l'information. Donc lorsque vous avez un système informationnel qui est pollué, vous avez énormément d'informations, mais vous avez une extrême difficulté à démêler le vrai du faux, et vous avez tout ce qui est amplifié par la technologie, parce que je pense que l'impact en particulier des technologies, c'est cet effet d'amplification à travers les réseaux sociaux, par exemple. Lorsque vous avez de faux comptes sur les réseaux sociaux, vous avez des bots, vous avez des outils qui vont permettre de massifier une information qui peut être vraie, mais qui va être comment on va dire, sélectionnée pour orienter dans un sens donné, mais avec un effet d'amplification qui va totalement influencer les opinions publiques. Donc, je pense que c'est difficile d'identifier une menace en particulier parce que c'est justement la continuité de ces menaces et le lien entre ce qu'on fabrique comme information et comme fausse information et comment est-ce qu'on l'amplifie et comment est-ce qu'ensuite
ce que les individus ont de leur côté en termes de culture, en termes de connaissances, en termes de savoir, c'est ça qui va influencer leur capacité à évaluer la vraisemblance d'une information tout de suite. Lorsque vous avez plus de connaissances sur un sujet, lorsque vous écoutez quelqu'un en parler, vous avez la capacité tout de suite de vous poser des questions sur sa véritable expertise, etc. Lorsque vous n'avez pas cette base, évidemment, vous n'avez pas d'outils qui vous permettent d'avoir cette distance critique par rapport à ce que vous entendez. Et donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, on a d'un côté toutes ces menaces qui viennent y compris de la technologie, mais pas seulement, qui viennent aussi de l'intention de gens qui veulent le pouvoir ou qui veulent des ressources. Et de l'autre côté, vous avez nos sociétés qui, malheureusement, n'ont pas mis l'accent sur les savoirs de manière générale, pas suffisamment sur la qualité de l'éducation et même sur la quantité, parce que les taux le nombre moyen d'années d'école dans beaucoup de pays reste relativement faible. Ça a une influence très importante sur la capacité à nouveau des citoyens d'avoir cette distance critique. Et c'est pour ça que l'investissement dans les savoirs, l'investissement dans le débat critique me semble être absolument fondamental aujourd'hui, compte tenu à nouveau de l'environnement dans lequel nous évoluons. Investissement sur le débat critique, vous avez complètement raison, et vous soulevez effectivement le fait que, pour parler clair, je pense que vous faites allusion au fait que plus une population va être, moins une population, mettons, va être éduquée, plus elle va être vulnérable effectivement à la manipulation parce qu'elle n'a pas nécessairement accès à des bases d'informations référentielles qui lui permettraient d'avoir une distance avec le flux d'informations continue qu'on reçoit du numérique et d'avoir une pensée critique. Est-ce que vous pensez, Ali, qu'il y a des caractéristiques culturelles dans les sociétés dans lesquelles nous évoluons? On sait que, par exemple, je vous donne un exemple, on a beaucoup de sociétés où on a un héritage patriarcal, donc on a un respect pour l'autorité, pour la classification sociale et les rôles dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on est parfois plus vulnérable parce qu'on va respecter une source dite crédible sans forcément avoir le besoin de confronter la crédibilité de cette source-là? C'est une excellente question. Pour rebondir rapidement, la question de l'autorité est universelle également, quelle que soit la référence et quelles que soient les sociétés notamment. Il y a des caractéristiques effectivement culturelles et j'aimerais rebondir sur les éléments, ou plutôt l'intervention très intéressante de mon collègue. Il y a de multitudes de menaces, mais qui peuvent être déclinées au niveau des caractéristiques culturelles de nos sociétés, qui peuvent être différentes. Mais à mon avis, si on a une globale, mais qui peut englober, on va dire, le reste, c'est un réel danger d'approfondir ou d'agrandir cette fracture et cette rupture de confiance. Absolument. Pourquoi ? La confiance est essentielle justement pour consolider nos sociétés, pour avoir des sociétés fortes et des modes de gouvernance forts. Et en premier lieu, la question pas seulement de la confiance des citoyens par rapport aux politiques, par rapport aux questions de référence, mais déjà entre citoyens. Si je prends un exemple que je connais le mieux au niveau de notre société marocaine, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de la Banque mondiale. Il y a un problème de confiance, tout d'abord, entre citoyens. Il y a une rupture, enfin pas une rupture, mais il y a un problème justement déjà qui existe et on ne peut pas avoir justement d'avancer notamment en termes de décentralisation, de localisme, si justement on ne cherche pas au contraire à rassembler et à rétablir ce rapport de confiance. Hélas, l'espace numérique qui est supposé normalement, on a dit mon collègue, donner un espace où on va trouver l'information, créer des espaces de dialogue. In fine, l'être humain étant ce qu'il est, et les rapports de force étant ce qu'ils sont au sein d'une société, ou plutôt à ou aussi par rapport à des ingérences extérieures, font que dans cette recherche de puissance et de rapport de force, on va trouver justement le moyen de manipuler, de désinformer, de prendre justement le dessus par rapport à cela. Donc pour revenir sur cette question de confiance, je suis plutôt pessimiste de manière générale, pas seulement par rapport à nos sociétés, mais de manière générale, prenons l'exemple de l'intelligence artificielle, qui doit justement permettre justement
de booster l'entrepreneuriat, la question du management de connaissances, justement les savoirs. L'IA en soi, et un peu partout, est en train, ce qu'on observe, de ramener plutôt, d'approfondir, on va dire, cette rupture de confiance, notamment. Je donne un exemple. On est en train justement de faire de la veille, de voir un petit peu, de consulter l'actualité. Est-ce qu'on commence à se poser la question et essayer de voir, de distinguer de ce qui est vrai, de ce qui est faux? Est-ce que cette vidéo est réelle? Est-ce que c'est un deepfake? Est-ce que cette information est juste? Et donc, il y a une rupture de confiance. À titre d'exemple, récemment, on a fait une présentation d'une production générale et puis un rapport d'une production de contenu. Et puis, les retours qu'on a eus, c'est fait par de l'IA. C'était absolument faux. En fait, ça crée justement une rupture de confiance au niveau même cognitif avec le réel. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Un exemple plutôt sympathique par rapport à cela, récememment, pour les fans, les personnes qui viennent de Casablanca, les fans du WAC, du Wydad Casablanca, récemment, il y a une activité, un spectacle pyrotechnique improvisé, on va dire, à Paris, justement, où des médias officiels ont dit c'est de l'IA, et puis il y a des riverains qui ont filmé, ils disent c'est pas de l'IA, et puis ça a créé un débat qui en soi n'est pas, on va dire, n'est pas très important justement pour l'évolution du débat public, mais imaginez au niveau du débat politique, ou d'autres exemples assez drôles. Je pense que vous avez tous entendu parler de la rumeur, il y a une semaine ou deux, du fait de renommer l'avenue Al-Nakhil ici à Rabat en avenue Donald Trump. Et ça a été repris par tout l'ensemble des médias. C'est une information qui est en soi, qui prête à sourire, mais qui est complètement fausse. Donc justement pour revenir par rapport à ces débats, justement pour avoir une société, on va dire, saine, où il y a des échanges de manière générale, au-delà de la forme ou du système ou une démocratie, mais même dans la gestion de l'État, moi je pense qu'au contraire, le fait de pouvoir avoir une autorité de référence qui puisse aussi recadrer, mais dans une relation de confiance, ce débat par rapport à justement ces distinctions de ce qui est vrai, de ce qui est faux, est en soi très importante et je pense très saine, dans un espace, on va dire, numérique où il y a des tentatives de régulation très importantes, y compris sur le continent, mais l'évolution est tellement rapide que, si je prends une métaphore, c'est comme si on essayait justement d'établir des lois dans le Far West, avec justement des groupes, un shérif qui poursuit des brigands sans personne, et puis mais voilà, donc on est face à un espace où décentralisé, où il est difficile justement de poser cette autorité, donc ça va être tout le défi, en tout cas pour les citoyens également, durant les prochaines années par rapport à cela. Merci beaucoup Ali, merci Gilles. Alors, effectivement, le chantier est colossal. J'aime bien l'analogie au Far West. Ça nous donne un petit peu l'idée, l'image de l'ampleur du travail. Mais finalement, d'abord, je tiens à le préciser, on est en train de parler d'espace d'échange et de débat public. Donc, je vous invite, si la régie peut nous aider à remettre le QR code, à chacun poser des questions à nos panélistes. Et effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez donner soit vos questions, ou en tout cas, peut-être tout à l'heure, lorsqu'on passera le micro, partager réellement vos réactions, parce qu'il faut que ce soit inclusif pour que ça ait du sens. Aujourd'hui, finalement, le constat que vous avez dressé est assez similaire à ce que ces 2 journées d'assises nous ont permis de comprendre. L'ampleur de la tâche est énorme, et oui, nous avons un train de retard, mais l'idée, c'est que ce train soit toujours en gare quelque part, qu'on puisse le rattraper. J'ai envie de vous poser une question et j'espère que l'assistance contribuera à y répondre finalement. Est-ce que on a encore des leviers? Est-ce qu'on peut encore trouver des solutions? Et si oui, quels sont finalement ces axes de changement, de transformation qu'on peut faire à la fois à l'échelle de la gouvernance, mais aussi à l'échelle des citoyens que nous sommes? Excellente question, encore une fois. Est-ce qu'on a encore des leviers? Est-ce que tout n'est pas perdu? Voilà. Est-ce que le tableau est complètement pessimiste ou autre? Non. Je pense qu'on a toujours le choix. Il y a un rapport de force qui existe. Ça, c'est un fait.
je pense, la première observation est aussi d'accepter et de comprendre et de faire un diagnostic. De manière générale, par rapport à cette multitude d'acteurs, et je pense en particulier aux acteurs des géants de la tech qui prennent un grand pouvoir et qui, eux, ne sont pas forcément redevables face aux politiques. C'est-à-dire qu'ils ont un degré de puissance au niveau financier, au niveau de l'exploitation des données, qui sont très importants. Il est difficile justement de faire face, pas seulement sur notre continent, je prends l'exemple du continent européen, où déjà il y a un rapport de force qui est déséquilibré. Absolument, des États dans les États. Si vous prenez, je prends une métaphore, une pièce où il y a Jeff Bezos, Elon Musk et le président, on va dire... je sais pas, le président irlandais, pour le froisser personne, à votre avis, où va se diriger l'attention, justement, et vers quels acteurs? Les acteurs de la tech, notamment. Et qui a le plus d'influence, finalement? Effectivement, aujourd'hui, c'est des personnalités qui ont plus d'influence que les gouvernants, que des présidents élus, et ça, la vraie réalité du numérique. Tout à fait, avec justement un impact sur, en termes d'influence au niveau médiatique, au niveau de la souveraineté de la donnée et autres. Donc, c'est de poser le diagnostic, mais rien n'est perdu. Il y a plusieurs axes peut-être à partager. Il y a un axe partagé par mon collègue qui est très important, celui de l'éducation. Je pense que ça a été discuté également lors de ces assises, l'éducation dès le plus jeune âge. Déjà à la culture du numérique, à la culture de l'information et de la connaissance. Il y a des pays qui sont engagés dans cette voie, je pense à la Finlande en particulier, où il y a des résultats très intéressants, notamment. Et je pense que c'est des modèles adaptés à nos cultures locales qui peuvent être intéressants justement à étudier tout d'abord. Il y a une stratégie d'engagement avec ces acteurs notamment du numérique, de dire que justement, il faut limiter justement ce Far West ou limiter les dépendances. On ne va pas dire qu'il peut avoir une autonomie totale. Je pense qu'aucun acteur aujourd'hui, à part, je parle au niveau géopolitique, la Chine et les États-Unis, ne peuvent prétendre à cela. Absolument. Et donc dans ce cas, c'est engager le dialogue, peut-être des fois des rapports de force, et là peut-être la recommandation, c'est de ne pas y aller seul. C'est d'aller justement en groupe, et notamment d'aller justement en solidarité sur le continent, de manière justement de coopération sud-sud, pour aller dialoguer. Ce qu'essaient de faire par exemple les Européens avec les géants de la tech, par rapport à l'impact que ça peut avoir justement par rapport à l'utilisation de ces outils et de négociation. Voilà. Donc, et de ne pas laisser de vide juridique également justement avec ces acteurs. Il y a des pays qui ont poussé un petit peu la démarche encore plus loin. Il y a quelques années, il me semble que c'est le Danemark qui a nommé un ambassadeur dédié aux GAFAM, San Francisco, uniquement pour créer un canal diplomatique d'échange avec ces géants de la tech. Donc, à mon avis, éducation, ne pas freiner également justement cette transition et cette transformation digitale, mais la faire justement avec des outils. Et là, j'insiste sur le rôle de la formation, mais aussi le rôle juridique et de dialogue, et donc de diplomatie publique avec ces acteurs-là. Merci beaucoup Ali, merci pour cette brillante recommandation, ces brillantes recommandations. Gilles, j'ai une question du public qui part un peu dans le sens de celle qu'on a abordée, mais qui je trouve va un peu plus loin. C'est que quelqu'un dans la salle vous demande quels sont les leviers pour renforcer la confiance qui est la base de tout développement. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que Ali l'a évoqué, c'est d'abord avoir un nouveau pacte de confiance avec les citoyens et les utilisateurs. Comment, à votre avis, on peut le faire de manière collective? Effectivement, Ali pointait la nécessité de co-créer des stratégies panafricaines. Vous êtes sur ce levier-là, vous observez les acteurs et les gouvernements depuis longtemps. Comment on peut le faire? Oui, c'est une excellente question. Peut-être avant de répondre sur la confiance, je voulais déjà dire que je suis à 100%, un peu plus d'accord avec ce que M. Ali a dit. Ça recouvre, je pense, tous les aspects les plus importants, et notamment lorsqu'il mentionne l'intelligence artificielle. Je crois qu'au-delà des manipulations de l'information, des photos, des vidéos, il faut se rendre compte que le débat public lui-même pourrait être totalement capturé par des algorithmes en réalité. À partir du moment où vous avez des algorithmes qui sont capables de mobiliser
à la fois de l'information, mais aussi de l'analyse, etc., vous allez avoir à un moment donné, en fait, une discussion démocratique qui ne l'est plus, en tout cas, qui est en réalité une discussion essentiellement menée par des outils, évidemment avec derrière des intentions particulières. Donc oui, il y a là, je pense, un champ qui est extrêmement menaçant et tout le monde dit qu'on n'est qu'au début de l'IA, donc il faut bien imaginer ce que ça peut être dans quelques années seulement en termes de capacité à influencer totalement la discussion et les décisions dans nos pays. Et la réponse ne peut que passer, en tout cas partiellement, par effectivement une forme d'encadrement des big tech et on voit bien que ça c'est extrêmement important, mais en même temps très difficile aujourd'hui à imaginer et impossible à imaginer si on ne va pas en bloc. Et donc je souscris totalement avec cette idée qu'en particulier les pays africains, qui sont quand même les plus faibles sur le plan militaire, économique, etc., qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Ça veut dire qu'effectivement, il faut absolument qu'on aille en bloc sur les questions qui sont absolument vitales pour l'avenir de nos pays et du continent. Et malheureusement, on est plutôt à rebrousse-chemin sur l'intégration régionale et même sur l'intégration africaine. Et ça, évidemment, c'est un sujet de préoccupation majeure. Par rapport à la question sur la confiance, oui, c'est la clé. Mais je le disais tout à l'heure, n'ignorons pas la réalité du moment. Il y a quelques exceptions, heureusement, sur le continent, mais très honnêtement, on est dans une phase où on revient sur l'idée même de démocratie dans le sens initial. Parce que pour moi, ce n'est pas tellement la forme de démocratie, on peut discuter, mais le principe de base qui a un lien entre les gouvernants et les gouvernés, c'est ça qui est aujourd'hui en train d'être remis en question. Vous avez très clairement aujourd'hui des pouvoirs et des acteurs politiques qui sont en train de restreindre totalement les espaces de liberté qui existaient et qui sont en train aussi de vendre l'idée selon laquelle le développement économique suffirait d'une certaine manière comme alternative au développement des libertés. Donc ça, c'est une question, indépendamment de la technologie, c'est une question centrale pour l'avenir de nos sociétés. Et évidemment, on ne peut pas parler de confiance entre les citoyens, que ce soit entre les citoyens eux-mêmes et entre les citoyens et les institutions et les dirigeants, dans un contexte où on a des acteurs à nouveau qui ne croient plus à la démocratie et qui ne croient pas à l'état de droit parce que les deux ne sont pas identiques, mais les deux sont liés. Et donc moi j'ai une vraie préoccupation évidemment par rapport à ça. Je ne suis pas extrêmement optimiste pour l'instant compte tenu des tendances sur le continent et du contexte mondial. Vous avez aussi ce recul. Mais par contre, et je terminerai sur ça, je crois qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'éducation. M. Ali l'a rappelé tout à l'heure. On a besoin de continuer à renforcer nos sociétés et le socle éducatif de nos sociétés, c'est la base. Et dans l'éducation, c'est la culture, c'est aussi l'université, c'est aussi les think tanks, c'est tout ce qui permet de produire du sens. Ça, on doit travailler là-dessus, on doit continuer à travailler là-dessus. Ce n'est pas une parade ultime, mais c'est un élément qui va réduire les risques à nouveau de manipulation des opinions. Et le deuxième socle, c'est les institutions. Je crois qu'il y a tout ce qui doit être fait au niveau des big tech, mais il y a aussi la nécessité de renforcer le socle institutionnel de nos pays. Et je crois qu'on manque d'institutions dédiées, par exemple, au débat public. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dans nos constitutions une institution dont le mandat soit celui précisément de s'assurer qu'on ait un débat public sur toute une série de questions, sécurité, économie, éducation, chaque année, qu'on ait au fond une vraie institution qui sert d'intermédiaire entre la société civile, les citoyens et les gouvernants, et que les citoyens puissent participer effectivement au moins à la discussion sur les questions qui les concernent. Mais pour ça, il faut une institution qui soit prévue pour cela, et je crois vraiment qu'on doit travailler de manière plus générale sur ces institutions indépendantes qui permettent d'aller beaucoup plus loin que la démocratie électorale et simplement le travail qui peut être fait au niveau des parlements. Et on voit bien les limites très importantes aujourd'hui, à nouveau, de tout ce qui relève exclusivement des élections. Alors merci beaucoup Gilles, parce que vous relevez un point qui est très important. Vous dites aujourd'hui qu'il y a une question de redéfinition des enjeux démocratiques.
et vous avez effectivement pointé le fait que la gouvernance africaine est de plus en plus touchée par cet affranchissement avec les principes démocratiques. Est-ce que c'est finalement que la gouvernance, ou moi j'ai envie de dire, le débat, effectivement, l'espace public a la possibilité de réagir, et je vous en prie, tout à l'heure on vous passera le micro, mais j'ai quand même le sentiment que même les populations dans les pays sont en train de remettre en cause les principes démocratiques qui n'ont pas semblé porter leurs fruits en temps voulu, et donc ça complexifie effectivement l'exercice, puisqu'à la fois je crois il y a besoin, les populations africaines ont besoin d'exprimer leur voix, ce qui est vrai, mais le contexte même dans lequel elles souhaitent l'exprimer a lui-même aussi évolué. Alors je fais référence entre autres à une question qui a été posée. Quand on parle ici de face à la dérive, la personne demande comment faire face à la désinformation et aux inégalités d'accès pour faire prioriser en fait un levier qui permette de faire fonctionner la e-démocratie. Pourquoi est-ce que je choisis cette question? Parce que est-ce qu'on a besoin de parler de e-démocratie finalement, ou est-ce qu'on a besoin de parler de e-expression, ou quelque chose qui finalement permettrait aux citoyens africains de redéfinir eux-mêmes les standards du débat public d'une manière qui est peut-être non conventionnelle ou qui doit évoluer avec la réalité de la pensée actuelle du continent. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali? C'est une question qui englobe en fait plusieurs concepts avec un résultat justement qui doit être très important pour le citoyen. Il y a une tendance, de manière générale, par rapport à tous les échanges qu'on a pu avoir, de décentralisation de l'information. Et là, le rôle du numérique est très important. Aujourd'hui, l'information va plus... si vous passez par n'importe quel café, avant, vous voyez plein de personnes avec leurs journaux et leurs cafés. Aujourd'hui, tout le monde à la tête baissée est en train de se scroller. L'information, elle est dans notre poche. Elle est décentralisée. Avant, il y avait des autorités également d'information. Aujourd'hui, le système du ministère de l'Information, ou pour justement certains régimes très autoritaires du contrôle de l'information, est à mon avis déjà dépassé. Déjà, il y a une adaptation de toute manière à cette réalité-là. Et c'est à peu près mondial. Aujourd'hui, je fais écho à la dernière élection présidentielle américaine, ce n'est pas les médias classiques, le débat justement... sur les chaînes de télé classiques ou dans les débats classiques qui ont fait pencher la balance, c'est les passages dans les podcasts avec les streamers de jeux vidéo, avec beaucoup de contenu et d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Qu'aujourd'hui, il y a, et d'autant plus avec le développement de l'intelligence artificielle, une décentralisation dans le sens où tous ces outils sont accessibles et faciles notamment à apprendre et à manipuler par rapport à cela. Donc, il y a aussi... ce constat-là très important. Il y a un contexte aussi mondial et géopolitique qui fait qu'il y a aussi une rupture par rapport peut-être au système classique, notamment par rapport aux récents conflits où il y a eu un peu des débats contradictoires, un peu hypocrites, des deux poids deux mesures. Donc on est dans une période, je pense globalement, qui va au-delà du numérique, de réflexion et de transition par rapport à nos modèles. Et je pense que le citoyen sur notre continent se pose justement également la même question. Il est hyper connecté, il a accès à son smartphone, il a l'information effectivement qui est accessible. Et la question qu'on va devoir se poser, est-ce qu'il y a une remise en question ou pas? En tout cas, on ne peut pas ne pas faire face à cette lame de fond qui vient, où l'information est accessible, démocratisée, mais aussi partiellement manipulable. Donc il y a une adaptation à faire. Puis je reviens justement à l'intervention, peut-être à la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Je pense que l'aspect formation et d'adaptation est très important. Merci beaucoup, Ali. Alors, je vais, pour conclure cet échange de manière, on va dire, un petit peu ouverte au public, je vais permettre à une personne ou deux rapidement de conclure avec une intervention ou une question, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un, effectivement, souhaite réagir à cette question autour de la e-démocratie, à cette question autour de, finalement, notre capacité à affronter cette lame de fond, comme disait Ali, sur le plan de notre liberté vis-à-vis de ces informations, de ce flux d'informations numériques qu'on reçoit au quotidien. Est-ce que je donne rapidement Monsieur Alioune.
Bonjour, je voulais juste intervenir sur les 5 points qui sont alignés. Je m'appelle Alioune Badara Diop, je suis du Sénégal, je suis l'ancien secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal. Le seul point que je vois sur les 4 points alignés, si je devais l'évaluer, je me dirais qu'on a mis tout du côté gouvernement. Rien que sur la responsabilité du citoyen. Or, la question, c'est 2 parties. C'est un État face aux citoyens, mais des citoyens également face à un État. Si. Je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'était objet de notre introduction. Le pacte social, le pacte de la confiance et le pacte de la liberté numérique doit se jouer dans les 2 sens. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous réunis aujourd'hui. Merci pour de l'avoir rappelé. Ça nous permet de conclure de manière assez pragmatique. Aujourd'hui, il revient à chacun d'entre nous d'être conscient des dangers, d'être conscient des menaces et de faire ce qu'on a fait par le passé, qui était simplement d'avoir un encouragement à la pensée critique, un encouragement aussi à la contextualisation des informations qu'on reçoit pour être capable de comprendre ce monde d'influence qui est en train de profondément changer nos sociétés et particulièrement notre jeunesse. Nous l'avons vu avec des exemples tels que les manifestations Gen Z qui ont eu lieu récemment. Le numérique est devenu finalement une ligne de front nouvelle que les États mais aussi les citoyens doivent surveiller de près. Merci infiniment Ali, merci Gilles d'avoir été avec nous. Alors franchement, je suis très heureuse de voir que toutes les interventions qu'on a eues à distance ont parfaitement fonctionné. Ça prouve que la transformation digitale est en cours en Afrique. Merci beaucoup Ali. Alors je ne sais pas si on va arriver à faire une petite photo de famille qui va englober nos 2 panélistes. Je vais me mettre à côté de vous. Comme ça, on va être à 3 sur la photo de famille.